Bonjour à tous. Voici aujourd'hui notre héroïne, c'est Aurore. Aurore Servante Leroux. C'est juste comme je dis le mot. Ah oui, c'est juste, tu peux rajouter un petit i à la fin de Cervanti, mais c'est très bien comme Servantine ça. Leroux. Comme vous voyez, une personne rayonnante, rayonnante et tout en douceur que vous allez apprendre à connaître aujourd'hui et bien apprendre à connaître aussi comment elle a fait ce passage d'un métier salarié à l'indépendance. Bonjour Aurore. Bonjour ma belle Anne-Chantal, merci beaucoup de me recevoir aujourd'hui, je suis vraiment, vraiment ravie. Ouais, merci d'avoir accepté cette interview. Moi aussi, je suis très, très ravie et très heureuse d'être en ligne là avec toi. Pour ma communauté, est-ce que tu pourrais, parce que tu vas le faire beaucoup mieux que moi, euh, expliquer quel est ton travail, qu'est-ce que tu fais actuellement? Parce qu'en plus, j'adore les mots que tu utilises, donc je te laisserai les exprimer toi-même. Ok. Donc moi, je m'appelle Aurore Servanti-Leroux, aujourd'hui j'ai 41 ans, je vis actuellement à Poitiers, je suis mariée avec Ludovic et je suis déclicologue. Donc, c'est un métier en fait que j'ai créé et on aura sûrement l'occasion en fait d'en reparler tout à l'heure, mais rien ne me prédestinait selon moi à être entrepreneur et encore moins à créer mon propre métier. Mais je suis effectivement, voilà, j'ai créé cette expertise de déclicologue sur la base des bases scientifiques et des bases de ce qu'on appelle la neurobiologie. C'est la science du corps avec le cerveau. Donc, en fait, pour expliquer très rapidement ce que je fais, j'accompagne les personnes à avoir les déclics qui vont les aider à passer des blocages ou des cercles vicieux, et notamment dans l'entrepreneuriat où à un moment donné, alors ça peut être dans la vie de tous les jours aussi, hein, mais principalement quand on mène un projet, il y a toujours un moment où enfin, tu vas te sentir, tu sais, un peu comme la petite voiture dans le mur, et tu vas sentir que ça revient et tu as beau faire des efforts, tu as beau vouloir changer les choses et te changer toi ou évoluer, bah, tu sens qu'il y a comme cette petite voiture dans le mur. Et puis parfois aussi, tu te sens un peu comme une poule sans tête qui court dans tous les sens. C'est plus fort que toi à un moment donné et que moi aussi parfois, on sent cette chose à l'intérieur de nous qui est plus forte que nous. Alors moi, ça m'a beaucoup intriguée et je me suis rendu compte en fait que ce que je croyais en fait sur le cerveau n'était pas tout à fait exact. C'est-à-dire que 80% des informations vont du corps vers le cerveau et seulement 20% du cerveau vers le corps. Je l'ai dit dans le bon sens, 80% ouais, C'est tout d'informations. dans le bon Oui, sens. c'est ça. J'ai eu un doute d'un coup. Ok. Donc du coup, effectivement, on s'aperçoit que finalement, le corps, il capte de l'information et il va créer, en fait, le conditionnement va se créer, en fait, à l'intérieur du corps et transmettre ce conditionnement à notre cerveau. Alors, à chaque situation que l'on a rencontrée depuis notre naissance, notre corps a cliqué un état interne de sécurité, de méfiance et de vigilance ou de danger vital à cette situation. C'est le corps qui l'a fait avec les informations qu'il a reçues et qu'il a traduites comme étant sécure ou insécure. Et ce conditionnement, en fait, c'est ce que j'appelle les clics, va conditionner derrière le cerveau, son fonctionnement, qui lui va avoir principalement à ce moment-là un rôle de triage, c'est-à-dire que d'une expérience sensorielle qu'on vit, il va trier ça, en fait, le transformer en émotion pour que ça soit compréhensible et lisible par la conscience. Et c'est dans cette partie consciente, cette partie de réflexion que l'on a, qu'on va créer sa pensée, ses croyances et toute une histoire et des comportements qui vont découler de ça. Et il va y avoir un feedback au niveau du corps, ça s'appelle le sentiment. Tu sais, c'est que j'ai le sentiment que il y a ci ou il y a ça, mais c'est tout ce qui reste en fait après ce schéma-là. Donc moi, mon job, c'est justement d'aller mettre en lumière les clics naturels qui se sont mis en place et de voir s'ils sont toujours appropriés, adaptés à la situation ou pas. Parce que ce qui était approprié quand j'avais 2 ans et que j'étais complètement dépendant de mon environnement, c'est-à-dire principalement des parents ou des personnes qui m'ont élevée, mais est-ce que c'est toujours approprié aujourd'hui que je suis un adulte et que je peux être complètement indépendant de tout ça? Ouais, c'est super intéressant et c'est vraiment c'est puissant. Et j'accompagne aussi des personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat et j'ai d'autres moyens, mais je repère vraiment
comme tu appelles ça, ces clics, j'aime bien ce mot, ces nœuds quelque part, hein, qu'il faut aller dénouer, qui ont été mis en place souvent dans notre petite enfance. Et je ne sais pas si, tiens, j'aurais une question avant d'aller plus loin. Moi, je travaille aussi parfois sur la généalogie. Est-ce qu'on a aussi des clics qu'on a hérités, qui étaient des clics à nos parents, nos grands-parents, etc., et qu'on a hérités? On n'a pas forcément beaucoup de recherches scientifiques aujourd'hui par rapport à ça, mais on peut l'observer déjà rien qu'avec ses parents, ses grands-parents. Quand on comprend l'histoire en fait de sa famille, on comprend effectivement qu'il y a des clics qui se répètent. Alors, ce qui est propre en fait à cette généalogie, souvent, bah, c'est la génétique, c'est les cellules en fait qu'on partage en lignée comme ça. Et il y a de l'information dans ces cellules-là. Alors, le grand défi des années à venir, je pense que ça va être d'étudier ça justement. Mais rien qu'en l'observant déjà avec ses parents, avec ses grands-parents et parfois aussi avec ses enfants, on va s'apercevoir que ces clics, en fait, ils ont été développés par l'observation et par l'expérience. Ouais. C'est-à-dire que j'ai observé, moi, petit enfant, vous allez le voir, hein, quand on observe un bébé, par exemple, on le voit, il regarde partout, et puis parfois, mais il ne sait pas bien comment réagir. Mais parce que pour lui, en fait, il n'y a pas de normalité. C'est pas dans cette situation, je dois réagir comme ça, ou dans cette autre, je dois réagir comme ça. Il ne le sait pas. Il va ressentir de la sécurité ou de l'insécurité, et c'est ce qui va créer le clic à ce moment-là. Donc, je te donne un exemple concret parce que ça va être parlant. Un enfant qui va commencer à marcher, tu sais, il va commencer à appuyer sur ses jambes, à se dandiner, etc., à trouver des points d'appui, etc. Enfin, des choses techniques, on va dire. Il va développer une stratégie d'apprentissage à ce moment-là. Et tu peux avoir différents types de parents. Tu vas avoir les parents qui vont observer, qui vont être là, qui vont se dire, je le laisse faire. Si je vois qu'il est en difficulté, ben, j'irai voir en fait mon enfant. Mais en attendant, je laisse faire. Et puis, tu as les parents, tu sais, qui vont être un peu plus peut-être anxieux que son enfant se fasse mal. Puis qui attention chérie, non mais va doucement, non mais ne fais pas comme ça. Tout ça, l'enfant, en fait, il le ressent. Et derrière, il va adopter en fait une stratégie de survie pour continuer à être en lien avec son parent, par exemple, continuer à être aimé, et puis essayer de survivre à sa condition physique aussi. La difficulté en fait qu'on pourrait rencontrer, si c'en est une, c'est une question de point de vue, et je vais t'expliquer après en quoi les déclics en fait se font en deux temps. Mais effectivement, le grand défi, c'est à relever selon moi, c'est qu'on est des êtres qui sommes nés comme prématurés dans notre autonomie. Oui, ça me parle bien, ça, bien sûr. On est quand même un animal, je vais mettre des guillemets, qui a besoin longtemps des parents pour sa survie. Même si on voit dans les rues de pays éloignés, je veux dire, et avec des économies moins, comment dire, moins riches hein, que nous, des enfants très jeunes dans la rue et qui se débrouillent. Exactement. Et c'est à quel moment, en fait, je crée l'autonomie? Parce que si on revient un peu en arrière ou si on observe, en fait, parfois des parents et des enfants, moi, je suis une mère parfaite, je n'ai pas d'enfant. Donc, tu vois, je peux me permettre de dire plein de choses. Je dis ça toujours avec beaucoup d'humour. Mais surtout, en fait, j'observe beaucoup autour de moi. Et je me rends compte que, et dans ma propre histoire aussi, c'est qu'à un moment donné, en fait, si tu veux, il y a tout ce début de notre vie où on est demandeur de l'extérieur. Donc, on va aller chercher la validation extérieure pour dire est-ce que ce que je fais, c'est bien ou pas bien? Est-ce que je dois faire comme ça ou pas? Et il y a tout cet échange, en fait, et cette dépendance qui est entretenue justement par cette validation extérieure. Est-ce que, au fur et à mesure des années, j'apprends réellement à m'en détacher? Non, parce qu'il y a juste un moment donné où on te dit, écoute, maintenant, tu es grande, tu vas le faire toute seule. Et là, tu te retrouves face à ça, à te dire, oui, mais jusqu'à maintenant, on le faisait pour moi, ou jusqu'à maintenant, ça se passait comme ça, donc toujours mon clic. Et maintenant, on me demande en fait de faire autrement, mais je ne sais pas, et je ne sais pas comment faire, comment m'y prendre. Donc là, si je reviens à cette idée de passage, hein, c'est sûr que certainement que quand on part dans l'idée de devenir indépendant, travailleur autonome pour les Québécois, entrepreneurs, ces clics vont être réactivés. Il y a toutes les chances. À chaque situation qu'on va rencontrer et qui va se représenter devant nous,
cet état, en fait, il est complètement inconscient. Hein, ce clic est inconscient, mais il va revenir. Et c'est ce qui va conditionner, en fait, à chaque fois l'histoire qu'on va se raconter. Ouais. Ok, Aurore. Et qu'est-ce que tu faisais avant d'être coach avec neurobiologie et neurosciences et du coup déclicologue? Quelle était ta profession je sais que je connais un petit peu ton histoire, qu'il y a eu un petit peu des étapes, mais quelles ont été les étapes, voilà, peut-être, puisque Ok. passage de salarié à entrepreneur. Ok. Pour moi, de mon point de vue, rien ne me prédestinait à être travailleur indépendant, à monter mes propres entreprises. Aujourd'hui, je peux te dire que c'est ma deuxième entreprise et la première allait très bien. Mais rien, pour moi, de ma perception, rien ne me prédestinait à ça. À l'âge de 9 ans, j'ai commencé à faire une phobie scolaire et du coup, j'ai eu des études que je n'ai pas suivies. J'étais complètement démissionnaire de ça. J'essayais de faire des efforts, mais je me suis construite sur la croyance que j'étais nulle pour apprendre et que j'étais nulle dans ma vie en général. Donc, derrière, faire des études, pourquoi? Pour être nulle? De toute façon, j'ai beau essayer, ça ne fonctionne pas. Et moi, ce qui m'a beaucoup sorti de cet état justement et cette croyance de nullité, c'est quand j'ai commencé à travailler à l'âge de 16 ans. Et le monde du travail, en fait, s'est ouvert à moi et je me suis ouvert à ça. Et je me suis dit, mais en fait, je suis bonne à plein de trucs. Donc, j'ai commencé à expérimenter tout ça dans le milieu du salariat. Donc, déjà, ça a été le premier step pour moi. Donc, j'ai franchi à chaque fois des étapes. Et puis, à un moment donné, dans ma vie, je me suis dit, mais qu'est-ce que je veux vraiment faire de ma vie? Je suis bonne à quoi au final? Et je me suis dit, OK, depuis que je suis toute petite, ce que je veux, c'est aider les gens à être heureux. Mais il y a plein de façons de le faire. Il y a mille et une façons de le faire. Donc, du coup, je me suis dit, OK, qu'est-ce qui peut faire que les gens, à chaque fois qu'ils vont se raccrocher à une histoire, à leur propre histoire, ils vont être heureux. Rien que de penser à ça, tu sais, ça va ramener du bonheur dans leur vie. Je me suis dit, OK, en fait, si je les aidais à créer ce plus beau jour de leur vie, et j'ai découvert en fait le métier de wedding planner, donc de l'organisation et la décoration de mariage. Mais moi, j'étais nulle en fait j'étais nulle pour apprendre. Et puis, être chef d'entreprise, oh ah non, non, mais c'est pas possible, je saurais jamais faire. Alors, je me suis quand même renseignée parce que je suis quand même quelqu'un d'un peu obstiné et têtu parfois, et ça m'aide. Puis, je suis aussi quelqu'un de très curieuse, ça aussi, ça peut m'aider. Donc, je me suis renseignée, j'ai commencé à regarder ce qui se faisait, dans quelles conditions, etc. Puis en France, comment ça avait été appliqué, puisque c'est originaire en fait des pays anglo-saxons. Et puis, j'ai fait une rencontre d'une femme en fait qui avait une agence sur Poitiers, donc là où je vivais déjà. Et elle m'a dit non, non, Aurore, j'embauche pas, parce que moi je lui ai demandé un poste de salarié à ce moment-là. Et elle m'a dit non, non, j'embauche pas, le marché est juste en ouverture en fait par rapport à ce métier-là. C'est les tout débuts du wedding planning en France, donc j'ai pas encore les moyens en fait d'embaucher quelqu'un. Et puis en plus, je viens de m'associer. Donc, elle dit, ça fait 1 mois qu'on est associés, donc non, je ne vais pas pouvoir prendre une salariée en plus. Je peux Et là, juste te couper, ah oui, dis-moi. juste parce que je trouve très intéressant, c'est que tu as émis une intention et quelque part, c'est venu à toi. Ah, alors, c'est très, très bon que tu dises ça parce que ça va me permettre en fait de faire une précision. C'est que j'ai rencontré cette femme-là par le biais de mon mari parce que comme lui, il est prêt à tout pour m'aider à m'épanouir et à être heureuse dans ma vie pro comme perso, il s'est dit, ah, peut-être que je peux faire une petite rencontre, un truc comme ça. Et j'avais dit à Ludo, ah, je veux absolument rencontrer cette femme-là. Après Noël, je vais la contacter, etc. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que pour Noël, il m'a offert un atelier avec elle sur, je ne sais plus ce que c'était, mais si, sur un mood board, en fait, tu sais, c'est un tableau que tu remplis avec des pièces, etc., pour te donner de l'inspiration. Et du coup, c'est comme ça que je l'ai rencontrée. Et j'avais prévu de la rencontrer, c'est juste que Ludo, en fait, a créé l'opportunité avant ça. Et tant mieux, parce que c'est ce qui m'a poussée aussi, peut-être, tu sais, à avoir l'élan de me dire, ah non, non, maintenant que le rendez-vous est pris, je suis obligée d'y aller. Parce que je fonctionnais beaucoup comme ça, par obligation. C'est maintenant que je me suis engagée, je ne peux plus dire non. Je ne peux pas décevoir la personne. Et c'est ce qui s'est passé en fait dans cette entreprise-là, c'est que effectivement, j'avais plein de bonnes intentions et je déposais plein d'intentions, mais je ne passais pas à l'action. Et tu vois comme quoi, au lieu de monter ma propre entreprise, je comptais sur elle pour m'embaucher.
Et ce qui s'est passé, c'est que donc elle m'a donné un nom ferme et définitif. Et moi, je suis retournée à ma petite vie de salariat dans mon bureau et j'ai commencé à me dire, bon, bah, peut-être que je vais ouvrir une petite auto-entreprise. Je vais faire des petites décos, des petits trucs personnalisés. Mais tu vois, il manquait un peu. Même la germe qui était, il y avait un germe déjà. Enfin, Oui, je le mets dans ta tête, mais peut-être qu'il était ailleurs. Mais il y a quand même tout d'un coup le fait d'avoir ce refus. Tu- Moi, je trouve ce qui est fort, c'est que tu es resté accroché quand même à ce que tu voulais faire. oui. Et tu vois, je te rejoins complètement parce qu'il y avait effectivement cette petite graine qui germait à l'intérieur de moi. C'est juste que j'avais tellement peur de ce qu'on pouvait croire de moi, de ce qu'on pouvait dire, du jugement, de la critique, de ce monde en fait auquel je ne connaissais rien, ni dans le wedding planning, même si j'avais déjà travaillé dans l'événementiel. À ce moment-là, je ne me rappelais même pas, j'étais pas accrochée à ça, je n'étais pas raccrochée à mes compétences et mon expertise et toutes les expériences que j'avais vécues dans ce domaine-là. Pour moi, c'est comme si je repartais de zéro. Et j'oubliais en fait cette partie-là de moi et tout ce que je pouvais être et faire aussi. Mais cette petite graine était là, effectivement. Et du coup, je commençais à voilà, réfléchir par moi en me disant, bah, en toute autonomie, bah, comment tu vas faire? Bah, tu vas partir de zéro. Et puis, j'ai commencé à regarder comment on monte administrativement une entreprise, comment on s'y prend, c'est quoi les règles. Et puis, bah, dans mon métier de wedding planner bah, et décoratrice aussi, c'est qu'est-ce que ça va impliquer. Et j'ai commencé à me mettre en route en fait pour ça en gardant mon job de salarié. Et quelques mois après, j'ai cette dame donc, qui s'appelle Nathalie qui m'a recontactée et qui m'a dit bah, Aurore, voilà, votre projet, ça tient toujours, vous avez toujours envie de vous lancer. Je dis bah oui, et puis là, tu sais, c'est comme oh, ça y est, miracle, il y a une place en fait de salarié chez elle. Et elle m'a dit, bah, en fait, Aurore, j'ai pensé à vous. Moi, je vais arrêter. Et j'ai pensé à vous pour reprendre mon agence. Oh, Je trouve ça génial, génial, parce que ce que tu nous dis là, c'est dans l'accompagnement de mes clientes. Hein, souvent, moi, j'accompagne les gens dans ce passage. C'est tu t'es mis en route, tu vois, tu as posé des actions. Et c'est ça, il y a une intention plus des actions, ça peut être des petites actions. Hein. Tu n'avais encore pas ton entreprise, mais tu vois, tu étais déjà dans cette idée-là. Eh bien, les choses viennent à nous, très clairement. Quoi. moi, je suis convaincue aujourd'hui, tu vois, si je regarde, en fait, si je fais je porte mon regard sur tout ce que j'ai vécu jusqu'à maintenant, je me rends compte qu'à chaque fois que j'ai été dans l'ouverture, ben, il s'est passé plein de choses. C'est-à-dire que moi, je suis allée vers, mais c'est venu à moi aussi. Il y a eu vraiment cet échange, en fait, tu vois, ah oui, dès que je sentais de l'expansion à l'intérieur de moi, mais il y avait une expansion comme si l'expansion venait de l'extérieur de moi et venait à ma rencontre aussi. Il y avait vraiment cet échange. Je pense que j'avais vraiment cette volonté de faire les choses différemment dans ma vie, mais sans savoir comment m'y prendre. Et effectivement, de me mettre en route, ben, je découvre ça au fur et à mesure. Encore aujourd'hui, il y a plein de choses que je ne sais pas faire, mais aujourd'hui, je me dis, bah, allez, je suis partie, j'ai mon petit sac à dos, je marche sur le chemin, et puis ben, en route, on verra ce qui va se passer. Quoi. Et à l'époque, je n'étais pas prête à ça. Hein. Vraiment, il y avait une grosse, grosse différence entre ce que je vis aujourd'hui et à l'époque. Et quand je suis rentrée de ce rendez-vous, Du coup, qu'est-ce qui s'est passé avec cette dame? Parce que ben je oui, c'est ça. sais, mais moi, j'aimerais connaître la suite de l'histoire. Et ben, je suis rentrée chez moi. Et tu sais, déjà, elle m'a annoncé ça et je me suis mise je revois la scène, je la revis et elle m'a dit ça. Donc, j'ai pensé à vous pour reprendre mon agence et j'ai fait ça. J'étais bouche bée, je ne savais plus quoi dire, j'étais choquée. Je suis rentrée chez moi et Ludo m'a dit mais ça va, ça s'est bien passé. J'ai dit attends, je suis choquée. J'étais vraiment choquée, sous le choc. En fait, ce qui se passait à l'intérieur de moi, c'était de me dire mais à quel moment elle a cru que j'étais la bonne personne pour ça parce que, et à quel moment elle va se rendre compte que je suis un imposteur parce que j'y connais rien et que je ne suis pas un chef d'entreprise, moi. Et que je suis nulle en plus pour plein de trucs. Et, euh, et au final, j'avais tellement envie de le faire et j'avais pas envie de la décevoir et de lui dire non. Donc j'ai dit oui. Donc je lui ai dit oui à elle, je me suis dit oui à moi et finalement ben, je suis partie dans cette aventure-là et j'ai fait ça pendant 7 saisons. Et je peux te dire aujourd'hui que pour rien au monde, je retournerai en fait au salariat. Si ça devait se faire, je le ferai bien sûr, mais je ferai beaucoup de choses avant de retourner à cette étape-là
parce que ça a été pour moi une expérience, et encore aujourd'hui, de découverte de moi et du monde qui est tellement intense et riche que je peux te dire que ça me nourrit tous les jours, vraiment. Parce qu'après, ce qui s'est passé, c'est que donc, pendant 7 ans, enfin 7 saisons, j'ai fait ça. J'ai adoré ce que j'ai fait, comme j'ai pu par moments en être complètement dégoûtée et détester ce que je faisais, parce que c'est un métier, mais comme tous, à un moment donné, tu sais, où tu as des hauts parce que tu te dis « Ah, mais c'est génial, ce que je fais, c'est super, ça me porte et tout ça ». Puis des moments où tu es fatigué, en fait, au final, et puis tu te dis « Non, mais là, j'en peux plus, j'ai envie de tout envoyer balader ». Mais moi, comme plein de gens qui aiment ce qu'ils font, tu sais, tu as toujours cet élan qui revient en disant « Non, allez, calme-toi, repose-toi, fais quelque chose », mais non, tu sais très bien en fait que là, c'est ta fatigue, par exemple, qui parle, et que peut-être que tout ce dont tu as besoin, c'est de faire une pause, mais de revenir avec un esprit plus clair. Et ça m'a tellement aidé à me développer par rapport à moi-même, de sortir de mes peurs, de sortir de la validation extérieure, des jugements, d'avoir tous ces déclics en fait au fur et à mesure. Pour moi, je suis en train d'apprendre ce que c'est de vivre pleinement. Et mon entreprise m'aide à ça et j'aide mon entreprise à ça. Ouais, super. J'ai lu une citation, mais je ne sais plus quel est l'auteur, qui disait, en fait, le travail d'indépendant, d'entrepreneur, est un chemin de développement personnel. Et je trouve ce que tu racontes explique vraiment ça. Je voudrais te demander, c'est un petit défi là. Dis-moi. Si je te demandais 10 mots, mais s'il y en a que 5, ça va aussi, hein, en lien avec qui était ta vie dans le salariat, et ensuite, dis-moi que sont ta vie dans ce que tu fais maintenant. Ça m'intéresserait de voir quels Ok. sont les mots que tu associes quelque part à ta vie de salarié, en disant que ce n'est pas tous les salariés qui sont comme ça, hein, c'était toi, d'accord? Oui, oui, oui. C'est, le premier mot qui m'est venu quand tu me parles de salariat, et encore une fois, c'est ma perception, c'est l'ennui. Je finissais toujours par m'ennuyer. Une fois que je maîtrisais en fait ce que je faisais, il y avait une phase d'apprentissage au départ, ça me demandait des efforts de m'investir par rapport à tout ça et c'était OK. Et au moment en fait, tu sais, où ça commençait à rouler, mais qu'est-ce que je m'ennuyais de refaire tous les jours la même chose. Pour moi, c'est vraiment ça, c'est l'ennui de la répétition du quotidien. D'accord. Euh, Après, c'est pour moi aussi Tu peux juste nous dire les mots sans forcément développer. l'ennui, le manque de liberté, la routine, euh, ce côté en fait où on ne peut pas driver parfois les choses aussi comme on ressent devoir les faire. C'est vraiment en fait, tu vois, les mots qui vont me venir. Je t'en donne que 4 du coup, mais pour moi, ça Très bien. représente tout. Et après, dans ma vie d'aujourd'hui, je te dirais une immense liberté justement à driver tout ça, à pouvoir travailler en équipe aussi, le fun, la découverte, l'apprentissage, la richesse, des rencontres extraordinaires aussi, des déclics à l'appel et tous les jours, et l'évolution permanente, le mouvement. Eh ben, dis donc, si après ça, les gens qui nous écoutent n'ont pas le goût, mais je sais que tu nous as déjà parlé un peu des défis que tu avais rencontrés pour passer du salariat à l'entrepreneuriat, hein, des défis perso. Moi, ce que j'entends, quel a été l'élément clé? Des fois, il y a un événement, parfois, il y a quelque chose à l'intérieur de soi, mais cet événement clé qui fait que tout d'un coup, tu t'es dit, ben, je vais partir dans de l'entrepreneuriat. Je sentais vraiment quelque chose à l'intérieur de moi qui demandait à être découvert et exploré. Et je sentais que je n'arriverais pas à le faire euh, déjà dans cette perception que j'avais de mon salariat et dans un environnement en fait qui n'était pas toujours propice à ça. J'avais des idées, j'étais pleine de créativité, mais je ne pouvais pas forcément les exprimer là où j'étais. C'est ce qui a fait d'ailleurs que j'ai changé d'entreprise aussi à un moment donné. J'avais une première entreprise donc de wedding planning qui fonctionnait très bien, qui était en constante évolution,
mais je menais cette entreprise comme je l'aurais fait dans le salariat. Et à un moment donné, il y a eu un espèce de bond où je me suis dit, tu vois, en fait, ça s'est fait de façon fragmentée, on va dire. Il y a eu plein de moments où ça s'est additionné à d'autres moments et où là, ça a créé de plus grands déclics à chaque fois. Et je me suis dit, non, non, il y a un moment donné, il y a un truc qui ne va pas. Il y a deux choses qui ne vont pas. Je ne peux pas mener mon entreprise comme je le ferais comme un salarié, où je vais prendre un salaire et où je vais avoir des horaires en fait qui vont être ceci, cela. Et en plus, dans ce milieu-là, bah, tu débordes toujours des horaires. Hein. Moi, j'avais une vie, mais je passais mon temps à travailler. Et à un moment donné, ma santé m'a rattrapée aussi par rapport à ça. Donc, ça a contribué justement, ce moment-là de maladie, de me poser des questions et de me dire, il y a des choses qui ne vont pas. Donc, le mode d'application en fait et de développement de ton entreprise, ça ne va pas. Et la deuxième chose, c'est est-ce que tu es vraiment à ta place en fait dans ce que tu es en train de faire? Parce que si tu regardes bien ce que tu vis au quotidien, en fait, moi, l'organisation, la décoration, ça allait très vite, mais je passais mon temps à gérer les relations des personnes avec elles-mêmes, les relations avec leurs collaborateurs ou les gens avec qui elles travaillaient à l'extérieur de leur entreprise. Et pour les personnes, en fait, mes clients, c'était dans le couple ou avec leur famille, leurs amis, etc. Et là, je me suis dit, là, c'est quand même ce que je fais au final depuis des années. Si je regarde bien en arrière tout ce que j'ai fait dans mon salariat, c'est d'accompagner les personnes au développement d'eux-mêmes et à se sentir bien dans ce qu'ils sont en train de mener. Et faisant ton métier, Aurore, à un moment donné, j'ai eu le déclic à ce moment-là. Et effectivement, j'ai été formée à ce moment-là à l'Institut de neurosciences appliquées à Paris, où je suis devenue coach certifiée. Et j'ai compris beaucoup de choses sur moi et ma perception. Le fait que je me sente petite dans une petite entreprise et que je fasse des petits projets, ça a pris une dimension tout autre. J'ai été coachée en fait pendant ma formation et c'est une dame qui m'a coachée et qui m'a énormément apporté et qui m'a montré aussi, qui m'a fait comme un espèce de miroir de ah mais oui, mais je fonctionne comme ça, mais je ne m'en rendais pas compte. Et ce regard extérieur avec beaucoup de bienveillance et de non-jugement, c'est ce qui m'a aidé à prendre conscience de plein de choses. Et derrière, je me suis dit, mais ok, je switch. J'arrête cette entreprise-là. J'ai cherché quelqu'un pour la reprendre et je n'ai pas trouvé. Et donc, je ne me suis pas formalisée là-dessus. J'ai dit, bah, j'arrête l'activité et c'est ok. Et donc, je deviens coach. Et en observant ce qui se passait, en observant des mécanismes, en me formant à la neurobiologie, j'ai compris ce que c'était les déclics. Et c'est vraiment, en fait, comme je te disais tout à l'heure, en 2 temps. Et c'est ce que je vivais, en fait, à chaque fois et que j'observais aussi chez moi. C'est qu'une fois qu'en fait, ton corps se sent en sécurité, c'est-à-dire que tu as déverrouillé tout ce qui se passe à l'intérieur, que tu es pleinement en sécurité, en lien avec toi déjà, bah, le conditionnement, en fait, l'état conditionnant qui vient à ton cerveau, mais ça conditionne en fait tes croyances. C'est-à-dire que quand je relâchais tout, au lieu de me dire que j'étais nulle, que j'allais pas y arriver, etc., je relâchais tout et je créais vraiment ce déclic en fait physiologique dans la mécanique de mon corps et ça venait jouer sur la mécanique de mon cerveau. Je me disais, attends, ok, là en fait, tu es en train de vivre cette situation-là, de ressentir ça face à telle et telle chose. Maintenant, qu'est-ce que tu peux mettre en place? Et je me posais même plus la question de savoir si j'étais nulle ou pas. J'étais passée en mode solution et j'avais un tout autre regard. Et quand j'avais fini en fait de régler en fait ou d'avancer dans cette situation, je me disais ah yes, ah voilà, ça y est, je l'ai traversé et on continue. Ok, super. Ce que j'ai quand même entendu, si tu me diras si je me trompe, c'est que c'est quand même que ton corps t'a rattrapé. Ah Parce que oui. tu as dit, il y a la maladie qui est revenue. Et ça a déclenché, il y a un truc qui ne va pas. Oui, moi j'aime beaucoup travailler sur le domaine de l'énergie, de la santé, parce qu'ils sont complètement en accord dans ma pratique, justement, pour avoir des bons déclics. Si ton corps est en sécurité, ben, c'est déjà des clics de moins, c'est-à-dire que soit tu as des clics de sécurité, soit tu as des clics d'insécurité. Mais si je peux justement permettre à mon corps d'être, lui, physiquement en sécurité, et après, j'ai plus qu'à me driver, moi, sur des situations relationnelles que je peux vivre avec moi ou avec l'extérieur. Mais physiquement, je suis en sécurité. Donc, ça me laisse libre cours à plein de choses. Et effectivement, j'avais eu une première alerte de santé où j'avais eu voilà, des problèmes pulmonaires, etc. Et j'avais bien fait le lien, tu sais,
une vie pas épanouie, où j'arrive pas à dire les choses, où j'arrive pas à m'exprimer comme je le veux parce que justement je me sens bloquée dans mon expression, où je commence à étouffer. Il y avait plein de choses en fait comme ça qui me venaient et je me suis dit qu'est-ce que je peux mettre en place pour ma santé. Ça a duré 6 semaines ce problème en fait pulmonaire et à un moment donné, quand j'ai commencé à boire de l'eau, à manger des choses qui étaient préparées maison plutôt qu'à d'industriel et à réduire tous les sucres, rien que ces 3 choses-là, et puis à me mettre un peu plus en mouvement aussi, tu vois, à marcher un peu plus dans la journée, j'étais beaucoup statique sur ma chaise, rien que ça déjà, je me suis dit, ah ben ça y est, je me sens mieux, j'ai beaucoup moins de problèmes en fait, au niveau de ma santé, ça s'améliore. Ok, donc je peux observer que quand je suis moins stressée et que quand je prends des bonnes habitudes d'hygiène de vie, tu sais, ça paraît très démago de dire ça, mais c'est ce que vraiment j'ai constaté. Je me suis dit, OK, il y a une évolution. Donc, j'ai commencé à mettre ça en place et puis, comme une bonne humaine, j'ai repris mes mauvaises habitudes parce que j'ai fait un retour en arrière parce que, oui, le clic, il était toujours là. J'avais beau avoir compris ici, au niveau du corps, c'était toujours pas intégré. Et effectivement, il y a eu une deuxième alerte de santé qui est arrivée. Et là, je me suis rendu compte de, tu sais, pour moi, ça a été autant avant, j'aurais vraiment pu avoir peur de ça et je me serais vraiment effondrée, mais c'est arrivé à un moment de ma vie où tout a basculé. C'est arrivé au moment en fait où j'ai commencé à créer du lien avec moi parce que je faisais ma formation pour devenir coach et parce que j'étais accompagnée avec cette dame qui en plus était issue du milieu médical. Donc, on a eu vraiment un échange en fait qui m'a aidée à prendre conscience. Et là, j'ai vécu ça comme un moment de grâce. Je me suis dit, Aurore, ça y est, tu cherchais le déclic, tu cherchais le moment charnière dans ta vie, il est là. Et j'ai commencé à mettre des habitudes et je les ai entretenues en fait au quotidien. J'ai semé la graine, je l'ai cultivée, je l'ai aidée à pousser et encore aujourd'hui, tu vois, il y a plein de choses que je fais pour moi. Et ça a été une révélation dans ma vie et dans ma vie d'entrepreneur surtout. C'est que je me suis aperçue que j'étais, entre guillemets, mon premier outil et que si moi, je ne suis pas dans mon entreprise, aujourd'hui, comme je suis seule dans cette entreprise, il n'y a plus rien qui fonctionne. Donc, j'ai pris les choses, en fait, pour moi, dans le bon ordre. C'est déjà moi de me développer dans toutes les sphères où je ressens avoir besoin de le faire, d'observer les autres sphères, peut-être même celles dont je n'ai pas connaissance, pour voir ce qui s'y passe et, le cas échéant, mettre des choses en place aussi. Et pour moi, ça ne sert à rien de tout chambouler d'un coup. Il y a des personnes pour qui le pas à pas, ça fonctionne. Et puis, il y a des personnes, en fait, aussi... moi, j'ai fait partie de cette catégorie-là pendant longtemps, de faire la technique des petits pas, parce que j'étais quelqu'un de très insécure, de très angoissé, et j'avais besoin de me rassurer dans un premier temps. Et puis, à un moment donné, en fait, je me suis dit, mais Aurore, arrête de faire des petits pas et marche, en fait. C'est OK. Tu as appris en fait à marcher comme ça. Au début, tu as testé, tu as trouvé tes points d'équilibre, etc. Puis à un moment donné, tu as commencé à marcher sans te poser de questions. Et j'en suis là en fait aujourd'hui. C'est ça qui a fait que j'ai changé de métier, où je me suis dit, je vais accompagner des personnes. Et au fur et à mesure, pareil, en fait, tu vois, j'observe, j'écoute et je continue à me driver par rapport à ça. Ouais. Si je t'ai posé cette question, c'est qu'il y a des signaux d'alarme. Donc, tu as parlé d'un qui est l'ennui. Ouais. Et puis, pour moi, le corps nous parle aussi. Enfin, moi, j'ai changé au moment où mon corps m'envoyait plein de signaux, pas de maladie grave, mais voilà, un mauvais sommeil, une mauvaise digestion, des douleurs articulaires, finir régulièrement la journée en ayant mal à la tête. Enfin, voilà, des choses qui font qu'à un moment donné, et je crois que si j'avais envie de passer un message, c'est votre corps vous donne des messages, donc quand ça se manifeste, ça vaut vraiment la peine de s'arrêter pour voir quel est le message. C'est pas forcément professionnel, hein, ça peut être dans son couple, ça peut être dans sa famille, il peut y avoir plein de choses, mais en tout cas, il nous parle. Mais je te rejoins complètement, Anne-Chantal, parce que c'est vraiment l'expérience et ce que j'ai observé encore une fois chez moi, mais aussi chez toutes les personnes que j'accompagne, c'est que le corps, effectivement, à un moment donné, quand il y a on appelle ça une dérégulation.
C'est-à-dire qu'à force de vivre, par exemple, toujours dans le stress, tu vas t'apercevoir que tout le haut du corps, par exemple, est tout le temps mobilisé. C'est-à-dire qu'on va commencer à avoir des problèmes au niveau du cou, au niveau des cervicales, au niveau des trapèzes, parfois les épaules et derrière, enfin au niveau des omoplates. Mais parce qu'on est tout le temps en fait comme ça, puis on a une respiration qui est hyper courte, hyper saccadée, et on est tout le temps mobilisé. Et le corps se dérégule à ce moment-là parce que c'est trop. C'est-à-dire que oui, on a besoin en fait de ces moments-là, mais pas en permanence. Et à force de fonctionner comme ça, ben, la mécanique du corps, elle, se dérégule et il y a des choses en fait qui se mettent en place, effectivement, et dont les maladies. Ouais. Ouais. En tout cas, je peux te dire que mes factures d'ostéopathie ont drastiquement diminué Je fais le même constat. depuis que je suis indépendante, même si j'ai pas envie de vendre du rêve. Hein. C'est des étapes, ça prend du temps, c'est pas d'un jour à l'autre. Mais j'avais encore une question parce que moi, ce que j'entends souvent, et tu sais que je suis formée dans ce domaine, donc c'est beaucoup de préoccupations financières. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, mais j'aimerais bien, mais financièrement, je ne peux pas. » Donc, comment tu as géré ça au niveau financier, toi? Alors, je trouve que c'est une très très bonne question. Et Chantal, je te remercie parce que c'est une des préoccupations principales, si ce n'est la préoccupation principale de l'entrepreneur, en tout cas au moins quand il débute. Moi, si je retiens quelque chose de ça, c'est que je n'avais pas du tout confiance dans ma capacité à créer de l'argent. J'avais beaucoup de croyances qui étaient liées à l'argent, donc beaucoup de clics par rapport à ça, et qui étaient liés tous, quasiment tous, à l'insécurité. Parce que quand tu vis dans le salariat, tu sais qu'à la fin du mois, tu as une somme d'argent en fait, qui va tomber sur ton compte en banque, que ça se soit bien passé ou pas, que tu aies eu vraiment des résultats ou pas. Tu sais que cette somme, en fait, elle est là et que c'est un peu presque ton dû, hein, puisque tu es venu travailler tous les jours ou presque, c'est un dû. Donc, ça va arriver. Mais quand tu es entrepreneur, c'est à toi de créer ça. Et moi, je n'avais pas du tout déjà conscience que j'étais créatrice de ça. Je ne savais pas comment m'y prendre et je n'avais pas confiance du tout en moi par rapport à ça, puisque je n'avais conscience d'aucune de ces raisons-là. Donc, c'est vraiment ce que j'ai observé. Et puis en plus, il faut savoir que moi, dans mon entourage proche, dans ma famille, il n'y a pas d'entrepreneur. Donc, j'ai eu vent de certains entrepreneurs plus lointains dans mes lignées, mais je n'ai jamais échangé avec eux, je n'avais pas d'exemple de ça. Et donc, du coup, il n'y a pas de femme entrepreneur non plus dans ma vie, dans ma vie familiale, on va dire. Donc, je ne savais pas trop vers qui me tourner. Et c'est quand j'ai commencé à observer ce que faisaient les autres, de leur poser des questions, tu vois, sans avoir la peur d'être jugée, je me disais, mais comment ils font? Alors, ok, elle fait comme ci, elle fait comme ça. Et au niveau de l'argent, comment ça se passe, quoi? Et c'est des personnes comme toi, par exemple, avec qui j'ai pu échanger sur le sujet, avec Christian, ton époux aussi, où j'ai commencé à me poser des questions en me rapprochant de personnes comme vous, où je me suis dit, ok, mais attends, eux, ils voient les choses différemment, mais qu'est-ce qui va faire que moi, je vais pouvoir accéder à ça? Et c'est cette création. Quand j'ai commencé à me rendre compte que j'avais la possibilité de créer des choses pour créer de l'argent derrière, mais en fait, l'intention de départ, ce n'était pas l'argent. Quand j'ai commencé à me détacher de ça et de me dire, il faut que je fasse de l'argent, c'est là où, tu vois, j'ai commencé à prendre conscience que c'était pas une fin en soi, l'argent. C'était un moyen d'eux. Et c'était une conséquence aussi d'eux. Donc, j'ai commencé à me recentrer sur mon cœur de métier, là. Tu vois, de créer des déclics, d'accompagner des gens. Et c'est ce qui a fait que j'ai créé des produits, créé mon accompagnement, celui que je fais depuis 3 ans maintenant. Et j'ai créé mon expertise, hein, comme je le disais tout à l'heure. Et l'argent a été une conséquence de ça. Et plus je crée à l'intérieur de moi de l'espace aussi pour le recevoir les gens vers moi, et en tout premier lieu de moi donner, je me rendais compte qu'il y avait des conséquences financières derrière qui suivaient. Oui, et en même temps, quand tu dis « j'ai pas créé mon entreprise pour de l'argent », moi, c'est ce que je rencontre beaucoup. Enfin, hier soir, j'avais une conférence avec des femmes entrepreneurs sur ce thème de l'argent, justement. Et je disais, je rencontre beaucoup de femmes qui disent, mais moi, mon entreprise, c'est pas pour gagner de l'argent. Parce qu'il y a cet élan de l'énergie féminine qui est de donner,
maternelle, je dirais, hein, qui est de donner, où on réalise peut-être aussi que ce qu'on donne n'a pas forcément de valeur. Et en même temps, quand on a une entreprise, créer de la valeur, c'est aussi faire que notre entreprise vive, pas survive, vive. Exactement. Et moi, ce que j'entends, je finis juste parce que ce que j'entends qui est très important dans ce que tu as dit, c'est qu'il y a un moment donné où on veut créer de la valeur à partir d'un endroit de manque. Oh, j'ai pas assez d'argent, comment je vais faire? Et là, du coup, on n'est pas attractif parce qu'on vibre bas. c'est ça. Et toi, tu as fait tout un travail perso où tu n'as pas lâché l'idée d'engendrer de la valeur financière avec ton entreprise, mais par contre, tu t'es rendu compte que ça venait par être dans quelque chose de serein à l'intérieur de toi et dans la confiance que si tu faisais ton job comme il faut, ça viendrait naturellement. Complètement, je te rejoins complètement parce que en fait c'est un tout, c'est un package. Quand tu montes une entreprise, bien sûr qu'il faut qu'elle soit viable parce que financièrement en fait elle soit viable, parce que sinon il n'y a plus d'entreprise à un moment donné. Les fonds, tu les sors d'où? Quand tu dois faire de la publicité par exemple, quand tu dois faire de la communication, quand tu dois créer un événement, quand tu veux faire juste la promotion en fait de ton service, rien que ça. Mais ça demande en fait un investissement de départ. Mais le plus gros investissement effectivement que moi j'ai fait, c'était celui sur moi pour pouvoir investir après, moi, m'investir pleinement dans mon projet et dans mon entreprise et qu'il y ait effectivement cette manne financière qui soit là. Et les deux vont ensemble. Dépenser en fait, mais dépenser dans un investissement, c'est très différent que de faire une dépense en fait qui ne servira à rien derrière, enfin, tu sais, pour avoir de l'acquis. Moi, aujourd'hui, je dépense de l'argent, mais parce que c'est de l'investissement pour aller à la prochaine étape. Et effectivement, ça passe par soi, cet investissement d'investir en soi pour croire en soi et en ses projets et faire de l'argent, bien sûr, parce qu'une entreprise, elle a besoin de faire de l'argent pour pouvoir perdurer. Aujourd'hui, c'est un modèle économique en fait qui est réel. Hein. L'argent a une utilité. Mais je parle bien, il a une utilité. Il est au service d'eux. Oui. Et j'aime bien parce que tu as utilisé plusieurs fois le mot investissement. Ah, mais oui. Et moi, je voyais qu'au début de mon entreprise où j'étais dans de l'insécurité, j'avais un beau salaire et de me retrouver sans rentrer hein, au départ et tout, euh, je voyais pas ça comme des investissements, je voyais ça comme des dépenses parce que j'étais connectée au manque et pas à je vais investir parce qu'il y a quelque chose qui va. J'avais pas la confiance de cette circulation en fait. Moi, j'investis pour créer aujourd'hui. C'est ça, c'est exactement ça. Ouais. Et je te remercie de souligner ça, Chantal, parce que à l'époque, moi, j'en avais pas conscience. J'étais comme toi, c'était non, non, attends, déjà, j'ai une petite trésor. Si je commence à investir sur des trucs, enfin, à dépenser de l'argent, tu vois, j'arrive pas à dire les choses comme avant. Dépenser de l'argent, c'est ça. C'est ça, à dépenser de l'argent, mais il me restera que ça. Non, non, mais attends, et après, si en plus il y a un coup dur ou quelque chose, mais comment je vais faire? Mais aujourd'hui, en fait, je suis très rassurée sur l'investissement que je fais parce que, tu sais, des fois, on a cette envie d'investir, par exemple, dans plein de formations et de dépenser plein d'argent par rapport à ça, mais pour se rassurer. Moi, je suis très attentive à mon intention, en fait, d'investissement aussi. C'est-à-dire que, oui, je vais investir dans telle ou telle formation parce que ça vient compléter, par exemple, l'expertise que j'ai déjà aujourd'hui et derrière, je vais pouvoir créer ce nouveau step. Mais je ne le fais pas pour me rassurer en me disant, bah oui, mais si j'ai ça comme ça, j'aurai plus de clients. Et du coup, j'aurai plus d'argent. Ça, Jamais, c'est jamais vraiment. plus. Ce que tu dis là, c'est vraiment en lien avec le syndrome de l'imposteur. Ah oui. Et moi, j'ai aussi été là-dedans avec l'idée qu'on n'est jamais. Mais on est de nouveau connecté à l'énergie du manque. On n'est pas assez. Hein. C'est ça. Toi, tu as utilisé beaucoup le mot nul au début. Tu te sentais nul. Et on ne se sent pas assez. Donc, on va encore faire telle formation, telle formation. Moi, j'accompagne des gens qui ont des formations pour être 3 fois coach. Hein, Oui. parce qu'ils se sont formés à plein d'approches. Et, euh, et moi, j'ai fait ça. Je veux dire, je vois à quel point j'ai été. Et comme toi, maintenant, je vois placer plein de formations. Je me dis, ah ben ça me plairait. Ah ben ça me plairait. Et chaque fois, je fais ce pas en arrière en me disant, bon, est-ce que maintenant, est-ce que cette formation va vraiment apporter quelque chose à ton entreprise? Est-ce qu'elle va vraiment dans l'idée de l'expanser?
Complètement. Et ben, il y a des fois, je me dis, ben non, c'est juste parce que en fait, j'aime apprendre et je pense que la majorité des entrepreneurs aiment apprendre. Juste parce que j'aime apprendre et que je suis curieuse et que j'ai de l'intérêt pour tout, quoi. C'est ça, et c'est très juste parce que moi j'étais quelqu'un de très curieux, mais tu sais, on dit que la curiosité parfois est un vilain défaut, et j'ai grandi un peu avec ça, donc j'ai étouffé un peu cette curiosité, mais par contre j'avais toujours besoin de savoir pour me rassurer. Et aujourd'hui, je vais vraiment avoir cette vision d'aller à l'essentiel, de retourner des fois aussi à mon essentiel. Je pourrais faire des formations tu vois, je m'étais posé la question, est-ce que je fais un cursus de naturopathie ou quelque chose en lien avec l'alimentation? Et non, reviens à tes déclics, Aurore. Tu travailleras en partenariat avec quelqu'un, en collaborant avec quelqu'un dont ça sera vraiment le métier, mais reste focus en fait sur ton essentiel, tes déclics, la neurobiologie, comment ça fonctionne, et tu feras des add-ons avec des personnes, des partenariats, des choses comme ça. Et ça me permet vraiment, tu vois, de cette notion d'essentiel, de focuser sur ma ligne à moi, et en me laissant l'ouverture de plein de choses, hein, mais ça m'évite de me disperser, c'est ça que je veux dire. Ouais. C'est ça, je pense que c'est ce que tu dis là est pour moi aussi essentiel, c'est de savoir sur quoi on focus et sur quel est l'essentiel. Moi, je te donne un exemple qui a passé que cette semaine. Hein. Quelqu'un m'a fait un montage avec du sketch note au mois de septembre en lien avec mon parcours du héros. Et j'ai une admiration sans borne pour ces personnes qui font du sketchnoting, qui sont capables de prendre des notes avec des petits dessins et tout, puis qu'à la fin de la conférence, tu as une feuille A4 avec tout ce qu'il y a dessus, l'essentiel et tout. Et, euh, et je me disais, ah ben j'apprendrais bien ça. Ça serait génial si mes formations, mes suivis, je pouvais les donner sous cette forme-là, sans lâcher l'autre forme, mais ça serait vraiment un plus. Et après, j'ai quand même fait ce que tu dis, c'est ce pas de recul en disant, mais attends, jusqu'à que tu sois capable de faire ça, ça va te demander de l'énergie, du temps, du... Est-ce que c'est vraiment là que tu veux mettre ton temps et ton énergie? Ben non. Je peux très bien, comme cette personne que j'ai engagée pour faire ce travail-là et que j'ai payé, je peux le déléguer. Et, et moi, je suis dans l'étape où je suis en train d'apprendre à déléguer, effectivement. Ce qui n'est pas toujours facile pour moi, en tout cas. Ah, je te rejoins parce que moi j'étais une maniaque du contrôle, je voulais tout contrôler, que tout soit fait comme moi j'ai décidé. Et en plus, tu sais, c'est avec cette peur des fois de dire non ou de décevoir les autres, de dire, bah, en gros, ça voulait dire, bah non, là il faut changer ça parce que ton travail, en gros, il n'est pas bien fait, mais c'est qu'il n'est pas bien fait selon ce que moi j'imagine en fait comme résultat et dans mes critères de perfection en plus. Et j'ai complètement appris à lâcher ça. Je travaillais aussi avec quelqu'un en fait sur du sketchnoting de temps en temps. Et au début, en fait, il commençait à dessiner, etc. Et puis, je me rendais compte, ah, c'est pas trop féminin, ça me ressemble pas trop. Bon, ok, est-ce qu'on peut changer les couleurs, s'il vous plaît? Et tu vois, en fait, je me suis retrouvée face à ça, parce qu'en plus, c'est quelqu'un que je connais très bien. Et je me suis retrouvée, en fait, face à tous les clics que je pouvais avoir de peur dans la relation. Et ça a été un super exercice pour moi, parce qu'à un moment donné, je me suis dit, attends, je pense qu'on n'est pas sur le bon chemin. Est-ce qu'on peut recentrer les choses? Parce que sinon, j'étais en train de me dire, en fait, je vais le refaire moi-même. Et là, je me suis dit, non, c'est pas possible. Tu travailles avec quelqu'un, tu collabores avec quelqu'un, c'est aide-le à trouver la voie que toi, tu veux emprunter. Ouais, ouais. Ok. Aurore, on arrive un peu au bout de cet entretien. En tout cas, je te remercie pour tout ce que tu as partagé, mais j'ai encore une dernière question. C'est que si tu avais un conseil, une seule chose à partager avec les personnes qui sont dans ce questionnement, est-ce que je vais partir dans de la dépendance ou pas, ça serait quoi? Est-ce que tu peux me répéter ta question, Anne-Chantal, pour que je la comprenne bien, s'il te plaît? Si tu avais un seul conseil, une seule chose, un point de vigilance peut-être, euh, ça peut être un point de vigilance, ça peut être un conseil, c'est pas tout à fait la même chose pour moi, mais une seule chose à dire aux gens qui sont dans le questionnement de savoir est-ce que je pars comme indépendant ou pas, qu'est-ce que je fais, ça serait quoi ce conseil que tu leur donnerais? Il y a beaucoup de choses. Tu vois, je t'ai demandé de répéter la question parce que moi, j'étais déjà partie en fait sur plein de trucs et je veux vraiment me recentrer sur l'essentiel de ta question. Donc, je te Oui, remercie de l'avoir répété. parce que je te demande une chose.
Euh, Par rapport à tout ce qu'on a dit, pour passer du salariat en fait à l'entrepreneuriat ou au travailleur indépendant, je dirais que la première étape pour moi, c'est de vraiment se poser la question, si je fais du suspense, se poser la question de savoir qu'est-ce qui est essentiel dans le projet que je veux mener. Parce que pour moi, c'est ce qui va créer ton cœur de métier. Et tu sais, si je veux créer de l'argent, mais il y a 1000 façons de créer de l'argent. Si c'est ça, en fait, ce que je veux créer au départ, il y a 1000 façons de créer de l'argent. Par contre, c'est quoi l'essentiel, en fait, de ce que je veux apporter dans ce que je vais mener? Ça, c'est une question, en fait, qui va amener de la créativité. Et beaucoup d'autres réponses que l'argent, en fait, ou que, tu sais, de la sécurité ou des choses comme ça. Donc, je pense que c'est une question qui expanse, justement, ouais, la créativité, le ressenti, l'âme qu'on veut mettre dans les choses aussi. Eh ben, merci beaucoup, ça résonne tellement Tu sais, moi je dis toujours que j'accompagne les gens. Alors, il y a toutes les croyances, les loyautés, puis après, on va dans la profondeur, dans ce qui est à l'intérieur, réveiller ce diamant intérieur. Et j'ai l'impression que ce que tu partages, c'est ça, mais quel est cet essentiel qui me fait vibrer, quelle est ma contribution, parce que pour moi, très clairement, tous les humains ont envie de contribuer au bien-être des autres, même si parfois la vie fait que ça a été étouffé, que c'est caché, et de réveiller cette partie-là, et au moment où on sait à quoi on veut contribuer, eh bien les choses se mettent gentiment en place, quoi. Merci Aurore, j'ai eu beaucoup de plaisir, tu nous as donné énormément d'informations, j'espère que tout le monde pourra goûter et mesurer à quel point tu as été généreuse dans cette interview. Et je te souhaite en tout cas le meilleur dans l'expansion de ton entreprise et de toi-même. Et je me réjouis de te retrouver bientôt, j'espère. Voilà. Merci ma belle Anne-Chantal. Merci beaucoup pour ce moment avec toi. C'était fabuleux. Merci beaucoup. Bye bye tout le monde. Je vous souhaite une belle suite de journée et dans un prochain interview. Au revoir.